15 ans déjà, Facebook, le plus grand réseau social du monde, fête son anniversaire. Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg, qui avait alors 19 ans, crée The Facebook. C'est un trombinoscope amélioré pour les étudiants de Harvard, qui deviendra par la suite Facebook. Et il faut bien reconnaître que cette plateforme a changé la face du monde. Aujourd'hui, Facebook, c'est un monde virtuel de 2,3 milliards de personnes, 27 millions d'utilisateurs quotidiens en France. Et malgré les polémiques, malgré les scandales qui se sont succédé, l'entreprise continue d'afficher des résultats insolents avec un chiffre d'affaires de près de 56 milliards d'euros. Alors qu'est-ce qui a changé avec Facebook ? Dans quel monde a-t-on basculé depuis 15 ans ? Peut-on vraiment y résister ? Est-il toujours pertinent d'avoir un compte Facebook ? Ou est-ce que c'est complètement dépassé ? Et malgré cette toute-puissance apparente, est-ce que Facebook serait un colosse au pied d'argile ? D'ailleurs, vous, Internet du Figaro, est-ce que vous êtes choqué par le succès de Facebook ? Et vous êtes pour le moment 33% à penser que non, que oui, et 67% à penser que non. Je vous propose qu'on commence par écouter ce qu'en pensent les quelques personnes que Figaro Live a pu rencontrer dans les rues de Paris. Quel usage font-ils aujourd'hui de Facebook ? Que redoutent-ils ? Qu'apprécient-ils ? Ce sont des propos recueillis par Stéphane Folzer. Écoutez. Moi, je suis un peu la génération née avec Facebook, donc j'ai un peu toujours connu Facebook, on va dire. Je pense que j'ai un usage raisonné, une fois qu'on est un peu averti dessus, c'est bon. C'est très énergivore, en tout cas ça m'est très énergivore, donc je limite mon utilisation par rapport à ça. J'ai beaucoup d'amis et de la famille à l'étranger, donc ça reste un moyen d'accès et de rencontre aussi. Et au départ, je devais récupérer des photos qui avaient été faites par un pote où on était ensemble. Et puis, voilà, on rentre dedans et on ne sort plus. Tu voudrais être sur Facebook maintenant ? Non. Tes amis ont Facebook ? Non. J'utilise beaucoup moins. La lassitude peut-être, ça change pas, c'est toujours pareil. Alors je fais pas confiance, mais ça me fait pas peur. Ça me dérange. Enfin, je sais que c'est le jeu, tu donnes tes datas à quelqu'un, ta vie, toutes tes informations, ça leur appartient. Comme je poste pas trop de conneries sur Facebook, j'ai pas trop le souci que ça reste tracé. Je trouve ça pas mal pour s'organiser, pour tout ce qui est par exemple groupe de travail ou même discussion, pour organiser un anniv, une soirée. Je trouve qu'il y a plus du mauvais que du bon dans Facebook. Au début c'était pour faire un peu comme tout le monde, c'était un peu à la mode. Pour moi c'est passé et en ce moment c'est plus Instagram qui est plus dans l'air du temps. Lucie Ronfaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste tech et médias au Figaro. Alors Lucie, malgré les polémiques nombreuses, le bilan 2018 de Facebook semble très réussi d'un point de vue en tout cas économique. Comment ces deux réalités peuvent cohabiter ? Comment est-ce qu'on peut dire que c'était une année noire pour Facebook et en même temps une année très performante ? Oui, c'est le paradoxe Facebook, c'est que Facebook va mal, mais Facebook va aussi très bien. Il a présenté ses résultats financiers la semaine dernière. Tous les voyants sont au vert. L'audience continue de grossir, les revenus continuent de grossir. Donc, en termes économiques, pour Facebook, ça va. En revanche, 2018 a été la preuve qu'il y a des vraies limites, en tout cas des limitations qui sont en train d'être dévoilées pour Facebook. Alors, il y a eu deux grosses affaires. La première, c'est l'élection présidentielle américaine de 2016, où Facebook a été accusé d'avoir un peu ignoré les tentatives de manipulation de la part de la Russie, notamment. Et la seconde affaire, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Donc, Cambridge Analytica, c'est une affaire un peu complexe, mais en gros, ça a un peu dévoilé le fait que le modèle économique de Facebook, c'est l'exploitation de nos données pour faire des profils publicitaires qui sont ensuite exploités par d'autres personnes. Or, ces autres personnes, Facebook, ça peut être des entreprises pour des publicités, mais ça peut aussi être des personnes mal intentionnées. Et c'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Donc, toute cette séquence a amené un peu une séquence légale aux États-Unis et aussi en Europe qui inquiète Facebook, parce qu'on va en parler. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en cours pour limiter les activités de Facebook. Mais c'est pour ça que Facebook cohabite un petit peu. Économiquement, ça va. Les gens continuent à utiliser Facebook, la preuve. Et il y a de plus en plus d'abonnés aussi, ou ça diminue ? Alors, il y a de plus en plus d'abonnés. L'audience de Facebook en elle-même ralentit. C'est ce qui est normal quand on atteint des niveaux comme les siens. On ne peut pas non plus recruter tous les habitants de la Terre. Après, il faut savoir que dans Facebook, il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi Instagram, WhatsApp et Messenger. Et Instagram, WhatsApp et Messenger, ce sont des applications qui sont extrêmement populaires et qui, elles, pour le coup, ont une croissance bien plus importante que celle de Facebook en elle-même.
Donc ça rentre dans le chiffre d'affaires du groupe Facebook, bien sûr, qui a été annoncé la semaine dernière. Il semble plutôt, on l'entendait un petit peu dans le micro-trottoir, Lucie, que c'est plus tellement le réseau des jeunes. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, la jeune génération n'est pas tout à fait alignée sur la génération il y a une dizaine d'années, au moment où tout ça a émergé. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Quand on regarde les études, on constate qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont inscrits sur Facebook. Après, ils sont beaucoup moins actifs que les générations plus âgées. En revanche, les jeunes utilisent énormément Instagram. Et Instagram, il faut le rappeler, c'est vraiment une application de Facebook. Donc les enjeux en termes de vie privée, en termes de publicité, etc., sont exactement les mêmes que sur Facebook. Donc Facebook en elle-même n'est plus vraiment une entreprise de jeunes. Par contre, Instagram l'est complètement. On est en plein dedans. Quelle place occupe la France dans l'écosystème Facebook? Combien, par exemple, il y a d'utilisateurs Facebook en France particulièrement? Alors, en France, Facebook a déclaré qu'il comptait 27 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est-à-dire que 27 millions de Français se connectent tous les jours à Facebook ou Messenger, l'une de ces applications de messagerie. Alors, on fait partie des marchés qui se portent bien pour Facebook. Il faut aussi savoir que Facebook a pas mal investi en France. Il y a notamment installé un laboratoire d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc la France est assez important pour Facebook. Après, en termes d'audience, on n'est pas le plus gros marché. Alors, c'est quoi le plus gros marché justement pour Facebook? Alors, en termes de pays, on ne l'a pas. En termes de région, si je ne me trompe pas, c'est l'Europe tout court. Ensuite, on a l'Asie-Pacifique, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et ensuite l'Amérique. Mais par contre, en termes de revenus publicitaires, c'est clairement l'Amérique du Nord qui rapporte le plus d'argent à Facebook actuellement. Et justement, est-ce que des zones comme l'Afrique, comme l'Asie, se mettent doucement à ce réseau, ou est-ce que ce n'est pas encore là que l'essentiel se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les pays, on n'a pas tous les mêmes utilisations de Facebook. Je parlais de l'écosystème de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. WhatsApp, par exemple, qui est une application qui a été rachetée par Facebook en 2014, est extrêmement populaire dans les pays en voie de développement. Typiquement en Inde, c'est une application qui est extrêmement importante. Au Brésil, c'est aussi une application qui est très utilisée dans pas mal de pays d'Asie. Et qui est plus récente. Est-ce qu'elle est arrivée il 2014, oui, non, 2014. 2014 dans le giron de Facebook. Après, WhatsApp, c'est une application qui est assez vieille. Donc, du coup, de fait, les utilisateurs de WhatsApp sont les utilisateurs de Facebook et ça pose de nouveaux enjeux pour Facebook. Facebook a des gros problèmes, par exemple, de désinformation sur WhatsApp, qu'il a un petit peu de mal à contrôler. Il y a aussi des gros soucis de vie privée, mais c'est vrai que les pratiques ne sont pas les mêmes selon les pays. Bruno Le Maire a annoncé vouloir taxer les GAFA, Lucie. Oui. À quoi on peut s'attendre pour Facebook en particulier? Est-ce que c'est embêtant? Est-ce que ça peut nuire de façon substantielle, j'allais dire, à cette plateforme? Alors, le discours de Facebook sur la taxation est le même que tous les géants du web et que toutes les multinationales, en fait. Il n'y a pas que le numérique. Ils disent qu'ils payent leurs impôts, ce qui est vrai. Ils payent leurs impôts selon les règles qui sont en place actuellement et qui sont des règles qui ne sont pas forcément bonnes, comme on est nombreux à le pointer. Alors après, est-ce que ça va vraiment peser sur Facebook? L'avenir le dira. La France se bouge un peu toute seule sur le sujet, mais il y a beaucoup de groupes de travail au niveau européen, au niveau de l'OCDE, sur la taxation. Pour l'instant, je dirais que c'est un risque plus minime pour Facebook que, par exemple, les risques concernant la vie privée en Europe. On parlera du RGPD peut-être. Mais bon, c'est un risque qui pèse évidemment sur lui, ne serait-ce qu'en termes d'image. Parce qu'en termes d'image, Facebook est très très mal vu. D'ailleurs, on s'en est rendu compte dans le micro-trottoir par les gens. Ce qui est intéressant. Les gens n'aiment pas aller sur Facebook, mais les gens vont quand même sur Facebook. Ils ont tous un compte et ils y vont tous. Ouais, c'est la force de l'habitude. Parce que Facebook a aussi fait en sorte de s'imposer un peu dans le quotidien des gens. C'est vrai que maintenant, on a tellement pris l'habitude de communiquer via Facebook qu'on a besoin de Facebook. Il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on n'est pas sur Facebook qu'on n'est pas suivi par Facebook. C'est très compliqué d'échapper à la surveillance des géants du web. Il n'y a pas que Facebook, on peut citer Google aussi. C'est compliqué en tant qu'internaute de réussir à s'émanciper de cette dépendance. Alors justement, qu'est-ce qui a changé avec Facebook? Dans quel monde a-t-on basculé depuis 15 ans avec cette plateforme? Est-ce qu'on peut vraiment y résister? Écoutez ce qu'en pense Christopher Willi, c'est le lanceur d'alerte de l'affaire Cambridge Analytica. C'était le 30 novembre dernier à Bruxelles. Écoutez. It's really hard to have a social life or keep in touch with people without social media. It is now part and parcel of modern day living. So, and this is why it's so important because to regulate, because just like electricity or water or roads, right? This is utility. And that means that people don't really have a choice to leave. Alexandre Desinard, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes observateur des réseaux sociaux, vous êtes enseignant, vous êtes également chroniqueur à la revue Office et Culture et vous avez coécrit cet ouvrage Facebook m'a tué qui est paru aux éditions du Nil en 2011. Et là vous avez analysé, vous avez décortiqué plusieurs profils Facebook sous des coutures très variées. Globalement, qu'est-ce que vous en avez tiré? C'était il y a 8 ans déjà, mais quelle révolution ce réseau Facebook a-t-il réalisé dans la société? Facebook, en fait, ce n'est pas qu'un site internet, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'il a changé la norme sociale, nos comportements, par des petites choses, mais qui ont un impact énorme. Vous prenez rien que l'application Birthday Calendar, qui vous avertit de l'anniversaire de vos amis. Donc maintenant, comment vous vivez les anniversaires? Vous ne pouvez plus prétendre à y avoir pensé de vous-même. Ah oui. Et donc, du coup, ça casse la magie, mais du coup, quand on a son anniversaire, on ne va pas attendre les amis qui ont pensé à vous, mais aller regarder sur Facebook le nombre de likes que vous accumulez. Prenez autre chose qui est très, très impactant sur nos vies, c'est le fait quand vous êtes invité sur Facebook à une pendaison de crémaillère aux 40 ans de vos amis, c'est que vous pouvez répondre « je viens »,« je ne viens pas » ou « je viendrai peut-être ». C'est-à-dire que vous pouvez répondre, vous pouvez dire « je ne viendrai peut-être pas », ce qui ne se fait pas de répondre « je ne viendrai peut-être pas ». Qui n'avance pas beaucoup. Et c'est difficile voilà, ce qui est difficile 1 heure avant, quand vous avez la moitié des gens qui rempent Dieu peut-être, vous ne savez pas combien acheter de champignons et de. Mais l'intérêt, c'est de se manifester d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui compte. Et c'est surtout que le fait de venir est optionnel. Avant, quand vous aviez votre ami qui organisait une fête et qui vous appelle, vous dit est-ce que tu vas venir? Si vous répondez peut-être, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, ça se fait. La norme sociale change. Et c'est des choses comme ça que Facebook a changé dans nos vies. Le fait d'être évalué en permanence par les autres, le bouton like, c'est aussi les 15 ans du fameux bouton like Facebook. Et ça, c'est un changement, c'est-à-dire être habitué à recevoir une évaluation de la part de ses amis. Et ça, c'est une nouveauté aussi. Ça, c'est une nouveauté. Vous avez un terme pour définir l'effet Facebook, si on peut dire, sur les individus, c'est le narcissisme 2.0. Comment se manifeste-t-il et quelles en sont les conséquences, ce fameux narcissisme? C'est-à-dire que le narcissisme, c'est le fait de se regarder dans la glace ou dans une mare à l'origine et puis de se dire à quel point on est beau. Sauf que là, le narcissisme 2.0, ce sont les gens qui vous disent à quel point vous êtes beau, mais vous vous attendez à cet effet-là parce qu'il n'y a pas de bouton « je n'aime pas » sur Facebook, on ne récolte que des j'aime. Donc vous mettez une nouvelle photo de profil, vous accumulez les likes et ça vous fait du bien. Ce qui est assez addictif. Du coup, on a tendance à vouloir tout le temps publier. Et c'est la nouveauté aussi de Facebook, c'est eux qui ont ouvert l'ère sociale du web, c'est que du coup, on a intérêt à mettre des choses de sa vraie vie. Avant, les MySpace, les réseaux sociaux antérieurs, on pouvait prendre une fausse photo, un nouveau nom. Là, on raconte des choses de soi. Et on les met en scène, bien sûr, mais on a envie de récolter des likes, ce qui nous pousse à publier, à publier, à publier. Et c'est ça, cette ère narcissique, c'est-à-dire qu'on se raconte. Et en plus, on se raconte avec le plaisir d'avoir une audience. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement d'individu à individu, on parle à plusieurs personnes en même temps. Et quelquefois, on a 500 amis. Tout le monde est à égalité. Et voilà, on est tous agents de relations presse de soi-même, en fait. Alors, donc, il y a tous ces changements très profonds, ces métamorphoses de la société, en effet, que ça induit, ce système. Comment les données personnelles, parce que ça, c'est une critique qui revient souvent, et c'est peut-être la menace la plus puissante, c'est cette crainte que les données personnelles soient exploitées. De quelle façon, concrètement, elles sont utilisées? Elles sont utilisées pour le ciblage publicitaire. Ce qui est fort, en fait, c'est que Facebook, Mark Zuckerberg, à l'origine du réseau social, pour l'instant, n'a pas parlé de tout ça. D'ailleurs, il n'y avait même pas de publicité pendant 3 ans. Ce qui est assez incroyable quand on a un produit qui marche autant, de ne pas mettre de publicité. Mais il a attendu que les gens s'installent et prennent l'habitude. Il a installé l'ambiance avec des applications marrantes. Au tout début de Facebook, il y avait des applications marrantes. Aujourd'hui, c'est plus une ambiance tranquille, pépère, mais au début, c'était drôle, on rigolait et on oubliait qu'on était aux yeux de tous. Pour s'habituer à ce sentiment d'être entre soi, ce sentiment d'entre-soi qu'il a su installer. Et après, il a mis les publicités, mais toujours à la marge et de façon... on choisit si on veut les avoir ou pas les avoir. C'est jamais trop intrusif. C'est nous-mêmes qui acceptons de donner nos données. Donc il y a un côté, je veux m'amuser, mais tant pis, prenez mes données, comme a fait le micro-trottoir, on sait que c'est le jeu, on donne sa data, on dit ce qu'on aime, et c'est ça que Mark Zuckerberg exploite. On donne sa vie, hein, l'expression exacte, c'est notre vie leur appartient. Il y a ce sentiment que la vie ne nous appartient plus, c'est les propos d'une personne qu'on a pu croiser dans la rue. Alors la bonne résolution, néanmoins, de Mark Zuckerberg, c'est pour 2018, c'était de réparer Facebook après avoir découvert les campagnes de désinformation
désinformation qui ont été menées sur la plateforme. Il a promis de consacrer des fonds à l'éradication des trolls russes, par exemple, des propos haineux, des infox. Est-ce qu'il a été à la hauteur, selon vous? Et qu'est-ce qui reste à faire si ce n'est pas le cas? Ça, c'est plus marginal, parce que c'est dans son avantage de nettoyer le piratage. Mais cette addiction quotidienne à la notification, à l'amour de soi pour se raconter aux autres, c'est ça qui le nourrit. Et ça, il n'y a pas spécialement de remise en cause sur le principe même de Facebook. Donc ça continuera, peut-être avec un petit peu de lassitude, comme disait une autre personne de votre micro-trottoir. Mais on y reste parce qu'on a pris l'habitude, on a goût à la notification, on sait que c'est là qu'on s'exprime. Voilà. Et donc ça vous fait peur, ce que vous tirez de vos analyses, de vos observations? Vous trouvez que ça devient un danger aujourd'hui, ou on est capable encore d'avoir certains reculs sur ce qui se passe? 15 ans déjà, c'est un âge raisonnable d'un adolescent qui n'est plus si jeune. En fait, je ne sais pas s'il faut en avoir peur ou pas peur. Je pense qu'en fait, c'est là et ça ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que dorénavant, Facebook, que ce soit Facebook, mais même les autres réseaux sociaux qui ont pris la suite, on aura toujours ce sentiment, même quand on est seul, d'être avec les autres. C'est-à-dire qu'on est seul ensemble. Vous êtes devant un beau coucher de soleil, une plage. Vous vérifiez si vous avez votre iPhone pour partager cette plage avec vos amis. C'est ça que Facebook a ouvert comme ère, que ce soit maintenant sur Snapchat ou sur Instagram ou ailleurs. On a envie de partager, c'est même un nouveau sens du mot partager. Et même le mot ami, on se balade en permanence avec son répertoire de contacts dans la tête et on se dit, voilà, je veux que ce coucher de soleil, que les autres en profitent. C'est négatif ou positif, ça peut être vu comme ça, mais il y a un concert, il y a la moitié qui regarde, l'autre moitié qui filme. Parce qu'on se dit, je ne dois pas être le seul à voir ça. Donc c'est une sorte de fin de la solitude. Fin de l'intériorité. Voilà, exactement, l'intériorité, c'est ça. On écoute justement ce que dit Mark Zuckerberg, qui est le fondateur et PDG de Facebook, sur les évolutions de son réseau ces 15 dernières années et ses dérives. C'était le 29 mai dernier, devant le Parlement européen. Écoutez. But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. I'm sorry. Benjamin Sontag, bonjour. Vous êtes cofondateur de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une association qui a été fondée il y a une dizaine d'années pour défendre les droits, protéger les citoyens sur Internet. Donc, on écoute à l'instant Mark Zuckerberg. Il est désolé. Il a l'air contrit, il a l'air d'admettre les limites quand même de son système qui est devenu incontrôlable. Il admet une erreur de responsabilité, mais pas de culpabilité néanmoins. Comment comprendre ces propos? S'il admettait l'intégralité de ce qu'il a commis sur la planète, il éteindrait Facebook. Clairement, je veux dire, le modèle économique. Si vraiment il était sincère, s'il avait la sincérité et la réflexion sur ce qu'il a fait en Europe et en Occident depuis 15 ans, je veux dire, on entendait tout à l'heure dans votre micro-trottoir, depuis quand on fête l'anniversaire de quelqu'un qu'on déteste? Je veux dire, on est en train de fêter les 15 ans de quelqu'un qu'on déteste tous. Le modèle économique de Facebook, on l'a déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est d'exploiter nos données. Et quand on dit nos données, on ne sait pas trop de quoi on parle. En vrai, il exploite nos liens avec les autres. Et je trouve ça extrêmement violent, parce que ce n'est pas juste nos données à nous. C'est toujours notre carnet d'adresses. Et il y a de bonnes raisons qui fait que Facebook a racheté WhatsApp récemment. C'est que si vous installez l'appli WhatsApp, la première chose qu'elle vous demande, c'est est-ce que vous voulez bien qu'on aspire votre carnet d'adresses? Et on lui dit tous oui. Et c'est une bêtise. En faisant ça, non seulement on donne toutes nos données, mais on donne toutes les données de nos amis et des gens qui sont dans notre carnet d'adresses. Donc si vraiment Mark Zuckerberg était sincère, il éteindrait Facebook. Et la preuve, Mark Zuckerberg, sa villa en Californie, il a acheté toutes les maisons autour de lui pour qu'on lui foute la paix. Donc on parlait tout à l'heure, avec votre invité précédent, de retrouver la solitude, de retrouver l'intimité. Finalement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que les grands capitalistes de la Silicon Valley qui ont retrouvé l'intimité en achetant les villas autour de chez eux. Voilà, et ça se finance un petit peu cher. On le paye comment cher. Facebook s'invite dans la vie politique? Donc on a compris ces menaces pour la vie personnelle des individus. Dans la vie politique, un peu partout dans le monde, comment ce réseau est-il devenu un outil de communication, voire de manipulation politique dans les cas les plus extrêmes? Alors, ça, c'est assez simple. On se rend compte. Nous, à la Quadrature, on a toujours dit qu'en fait, Internet, c'est en rien différent du monde réel. Si vous avez, je ne sais pas, moi, je prends mes parents, ils ont 70 ans passés, ils ont une réflexion sur la politique, sur la société, sur le monde.
on peut l'appliquer tel quel à Internet, parce qu'en fait, Internet n'est pas inhumain, c'est un objet extrêmement humain. Et donc, ce qui se passe sur Facebook, c'est ce qui se passe dans les gouvernements, entre les gouvernements, c'est ce qui se passe dans les sphères de pouvoir, mais applicable à des dizaines, des centaines de millions d'individus, voire des milliards d'individus. Donc, c'est comme si tout à coup, le pouvoir qu'avait Édouard Philippe, qu'avait Emmanuel Macron, qu'avait tel ou tel député, était applicable finalement à chacun d'entre nous. Il y a une phrase que mon ami et cofondateur de la Quadrature, Benjamin Bayard, dit souvent, c'est que l'imprimerie de Gutenberg, ça a permis aux gens de lire. Qu'on ne se trompe pas, ça a permis aux gens d'apprendre, de tout le monde de lire. Internet, ça permet à tout le monde d'écrire. Et ce qu'on voit avec les effets de propagande et de ce que vous appelez les fake news sur Facebook, c'est juste le fait que tout le monde est en train d'apprendre ce que ça signifie que d'avoir la liberté d'expression réellement. Il y a 50 ans, seuls avaient la liberté d'expression les journalistes, donc vous, et les politiques. Aujourd'hui, n'importe qui sur Facebook peut écrire ce qu'il veut. Et donc, on est en train d'apprendre à comprendre ce que ça signifie dans la société. Et donc, Facebook a fait qu'une chose, finalement, c'est d'accélérer ce phénomène. Internet le permettait déjà. Facebook, en rendant ça accessible à tous, a accéléré ce phénomène. Et à nouveau, on le paye cher parce que ce service est gratuit, mais comme on le dit souvent, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et donc, on déteste tous Facebook, on veut le quitter, on n'y arrive pas. Donc typiquement, nous, pour éviter de se faire aller à ces fake news, nous, on invite les gens à arrêter d'utiliser Facebook, tout simplement. Et bah oui, tout simplement. Il y a une chose qui manque quand on veut arrêter Facebook. On est plein à avoir essayé, hein, moi le premier. C'est que c'est pas si simple. C'est que c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que tous nos amis sont sur Facebook. Donc nous, ce qu'on invite à faire, c'est sortez les autres aussi de Facebook, sortez vos amis de Facebook. Vous voulez chatter avec vos amis, au lieu d'utiliser WhatsApp, utilisez des applications qui ne vous surveillent pas, comme Signal ou comme les SMS. Si vous voulez échanger avec des amis, il y a d'autres plateformes qui existent. Vous pouvez faire, avant Facebook, moi j'envoyais des mails à 10-15 personnes pour les inviter à ma crémaillère. Ça marchait très bien, ça marche encore, et ça ne nous surveille pas. Ce capitalisme de la surveillance qu'a un peu inauguré Facebook, on peut s'en extraire. Ça nécessite un peu de volonté. Personnellement, par exemple, j'ai gardé mon compte Facebook et je dis aux amis qui me contactent sur Facebook, OK, on continue par mail, voilà mon mail, et puis je lui écris un mail. Et ça marche. Et on arrive à s'en sortir. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser habilement, selon vous? C'est un outil qu'on peut utiliser habilement, notamment pour rien. Il y a une chose où j'admets qu'aujourd'hui on a du mal à trouver mieux, c'est pour retrouver des vieilles connaissances, par exemple. Bon, si on veut garder ça. Pour organiser un événement, c'est ce qu'il y a. Même pour organiser un événement, ça dépend. Si on organise des manifs de gilets jaunes comme le faisaient les Tunisiens quand ils ont voulu renverser Ben Ali, c'est une très bonne chose. Utilisez Facebook pour ça à la rigueur. Mais à la rigueur, on va ajouter une chose, utiliser un adblocker, par exemple. Utilisez par exemple sur votre navigateur, si vous installez uBlock, qui est UBLOCK, qui est un logiciel qui permet de bloquer tout ce qui est publicité, mais aussi tout ce qui est tracking, c'est-à-dire tous les petits logiciels, tous les petits moyens qu'ont des gens comme Facebook, comme Google, de vous suivre en ligne, de vous tracer, y compris quand vous n'êtes pas membre, enfin, quand vous n'avez pas de compte Facebook. Ces petits logiciels vous permettent d'éviter au moins d'être un peu la pâtée que vend Facebook aux publicitaires et aux annonceurs, et y compris à des annonceurs frauduleux, comme on a pu le voir avec Cambridge Analytica et tant d'autres affaires. Donc, ces normes sociales sont en train de changer, vous l'avez bien expliqué. On ne gère plus nos relations sociales et personnelles de la même façon. De quelle façon, également, est-ce que ça peut glisser vers cette tentation de manipulation politique, purement politique? On repense évidemment à cet épisode des Gilets jaunes qui n'est pas terminé et qui est né vraiment sur ce réseau. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une seule personne qui pense qu'il y a de la manipulation politique derrière, et c'est les Russes, et c'est M. Macron. Il est complètement à côté de la plaque là-dessus. Nous, on a tous vu ces dires en off, avec des gros guillemets, dans je ne sais plus quel journal il y a 2-3 jours. On a regardé ça complètement incrédule. Il n'y a vraiment que lui pour croire un truc pareil. Il n'y a pas besoin d'ingérence russe pour que les Gilets jaunes s'organisent en ligne. Ils ont bien compris les réseaux sociaux. C'est des citoyens comme vous et moi, ils font ça très bien. La manipulation politique existe, mais elle a toujours existé. Je veux dire, en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, l'opposition de droite craignait que les chars russes arrivent sur Paris le lendemain. Il n'en est jamais rien allé. Donc oui, il y a des services d'espionnage qui essayent d'influencer les réseaux sociaux, mais je ne doute pas une milliseconde que les services français font pareil. Wake up, people, réveillons-nous. Oui, tout le monde fait ça. On va l'apprendre, on va comprendre. Le gouvernement français, les services français, y compris l'ANSSI, sont en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Moi, nous, on tombe des nues quand on se dit. C'est pas plus simple. Ils s'en rendent compte que maintenant. Oui, mais c'est pas un outil plus simple, selon vous, ça permet la massification parce qu'on a laissé les rênes à Mark Zuckerberg. Oui, bien sûr. C'est là où ça permet une massification, mais Twitter le permet aussi. Enfin, toutes les plateformes centralisées le permettent. C'est aussi pour ça qu'à la Quadrature, aujourd'hui, on promeut des plateformes plus décentralisées, parce que non seulement ça évite cette décentralisation, par exemple, des systèmes comme Mastodon, qui sont un concurrent décentralisé de Twitter, qu'on aime beaucoup, évite cette espèce de centralisation, donc de centralisation de la manipulation.
Et elle permet aussi d'éviter la centralisation de la censure. Et sur Facebook, il y a un problème qu'on oublie souvent de citer, c'est que Facebook censure à tout va, avec cette espèce de pudibonderie américaine. C'est-à-dire qu'ils suppriment des contenus. Ils suppriment des contenus, mais en masse tous les jours, y compris des choses qui, en droit français, ou même pour la majorité d'entre nous, seraient complètement anodines, parce qu'on est français, on n'est pas américain. Et donc il y a aussi une espèce de lissage, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, de lissage sociétal à l'américaine. Et cette influence-là, elle est très étonnante. Enfin, c'est une mondialisation des us et coutumes aussi qui apparaît. Donc il y a aussi une mondialisation de la propagande, de la manipulation, mais aussi des us et coutumes. Alors justement, il y a pas mal d'internautes qui réagissent à ces propos sur lefigaro.fr et les réseaux sociaux du Figaro. On salue Charlie, on salue Thierry. On va prendre leurs réactions et leurs questions. Je vous propose d'abord qu'on écoute les propos de Laurent Soli, le vice-président de Facebook, chargé de la France et de l'Europe du Sud. Voici comment il conçoit justement la responsabilité du réseau 15 ans après sa création et les évolutions qu'il a rencontrées. Cette maison a un grand atout, c'est qu'elle a beaucoup d'humilité, elle regarde ses problèmes avec beaucoup de sérieux et elle sait qu'elle a une responsabilité. Et quand elle subit des critiques, elle écoute. Elle essaye de comprendre et elle essaye d'agir, exactement ce que nous avons fait depuis 12 mois. La responsabilité qui est la nôtre face au nombre de personnes qui tous les jours utilisent nos plateformes est grande, mais c'est aussi une opportunité, une chance d'innovation, une énorme chance pour toutes les TPE, les PME, les associations, les Français qui l'utilisent tous les jours. Voilà, donc deuxième partie de cette émission, les décrypteurs consacrés aux 15 ans de Facebook, le plus gros réseau social du monde. On est tous réunis et on accueille surtout Jérémy Pontieux. Bonjour. Sur le plateau. Bonjour Jérémy. Donc vous allez relayer un petit peu les réactions des internautes sur un sujet assez sensible. Alors ils ont déjà été cités, Thierry et Charlie qui sont avec nous sur le Figaro.fr. D'ailleurs j'ai une question de Thierry qui nous dit Facebook devient un groupe tentaculaire. Il cite WhatsApp, Instagram, etc. S'il y a des acquisitions nouvelles, n'iront-elles pas à l'encontre des lois antitrust américaines? Alors ça c'est... Pardon, je me permets de prendre la parole, mais c'est une vraie question. Et ce qui est intéressant, l'antitrust, ça fait longtemps que le sujet est abordé en Europe. En revanche, le fait qu'aux États-Unis, on commence à parler d'antitrust vis-à-vis de Facebook, ça, c'est une nouveauté. Et ça, depuis 2018, la fameuse année noire de Facebook, c'est des vrais discours qui commencent à monter, aussi bien au niveau des spécialistes, des médias, des éditorialistes, mais aussi au niveau des politiques. Alors, il y a rien de fait pour l'instant, mais c'est un sujet sur lequel se penchent désormais les politiques américains. Donc, on l'entend beaucoup plus au niveau américain parler d'antitrust sur Google. Parce que pour le coup, Google est vraiment tentaculaire et vraiment partout. Moi, je suis souvent étonné d'ailleurs qu'on dit souvent beaucoup de mal de Facebook. On parle énormément de Facebook, il y a beaucoup de scandales autour de Facebook. On oublie que Google est beaucoup plus gros en termes de données. Et pour nous, à la Quadrature, il est beaucoup plus dangereux. Et on a plus de mal à critiquer Google. Et on a plus de mal à le critiquer parce qu'ils font très attention. Parce qu'ils sont très secrets, ils n'ont pas des fuites de partout. Enfin, faut aussi se méfier. Ils couvrent mieux leurs arrières. Si on regarde en termes pur business, c'est vraiment Google qui est plus sous l'œil du régulateur américain en termes de... On partage des choses bien plus intimes sur Google. Bien sûr, ouais. Plus intime, vous trouvez? Plus intime, oui. Tous ces emails, on s'est rendu compte que les résultats de recherche sur Google sont modifiés selon on est connecté à son Gmail ou pas. Et donc, ce qui prouve qu'en fait, il y a un robot quand même qui parcourt nos emails pour influencer nos résultats de recherche. Ça a peut-être été modifié, ça. Si votre email est chez GB. Ah, on invite aussi à redécentraliser. Et Google nous suit aussi sur les téléphones. Si vous avez un téléphone sous Android, il vous suit au GPS heure après heure, sauf si vous lui disiez de ne pas le faire. Ce qui d'ailleurs mérite des amendes par défaut. Voilà. Mais la valeur par défaut, personne ne la change jamais, comme sur Facebook, comme partout. Si on revient sur les propos de Laurent Soli qu'on vient d'entendre à l'instant, il y a aussi cette idée d'opportunité quand même que relaie d'ailleurs un internaute, Thierry, Jérémy. C'est un très bon outil qui a révolutionné les relations sociales. Par contre, il encourage des biais sociologiques, ça c'est certain. Mais c'est un outil qui a vraiment révolutionné, aussi peut-être dans le bon sens, certaines relations sociales. Je pense qu'il faut, quand on parle de Facebook, il faut aussi éviter toute forme de snobisme. Il faut reconnaître que Facebook est un outil qui est utilisé par énormément de personnes et qui est nécessaire. Il y a des pays et... il y a un génie à reconnaître quand même de départ. De départ, oui. Comme tout génie, comme tout système, comme la science en général, quand on fait quelque chose, ça peut être génial au début, mais si on ne pense pas aux conséquences à long terme et à grande échelle de ce qu'on fait, c'est une inconscience qui est criminelle, vraiment. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a du sang sur les mains. Ça a commencé avec la Tunisie, quand Ben Ali écoutait Facebook et arrêtait des opposants. Voilà, ça a commencé il y a très longtemps. On parle des printemps arabes, on a souvent parlé des printemps arabes avec Facebook. Mark Zuckerberg a du sang concret sur les mains. Voilà. Lucie? Mark Zuckerberg, à un moment, avait comparé Facebook à l'électricité. Bon, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais pas tant que ça, parce que de fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas se passer de Facebook. Alors, encore une fois, on le regrette ou pas, je pense qu'on est tous plutôt du côté du regret ici, mais il y a des pays où Internet, c'est Facebook.
et qu'il n'y a pas d'autres, enfin il y a d'autres moyens, mais que les gens se connectent pour communiquer, pour s'informer, pour se divertir, vont sur Facebook. Alors à partir du moment où on fait ce constat, effectivement on peut s'en inquiéter, mais il faut aussi reconnaître que quitter Facebook, en France, mais aussi dans d'autres pays encore plus, c'est très difficile. Jérémy, peut-être une autre réaction. Oui, une autre question pratique, cette fois-ci d'Astrid, qui nous demande s'il est facile de se désabonner de Facebook. Oui et non. Je pense qu'elle entend complètement de Facebook. Alors, on peut supprimer son compte. Ne plus exister sur Facebook, en fait, c'est ça. Alors, on peut supprimer, tu répondras, on peut supprimer son compte, oui. On peut supprimer son compte. C'est pas pour autant que Facebook ne va pas continuer à nous tracer sur Internet. Mais surtout, c'est pas si simple de supprimer son compte. Alors, c'est jamais très simple. Il faut aller au fin fond des paramètres que personne ne va jamais voir. Mais cela dit, si vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré, comme sur Quant, vous faites supprimer son compte Facebook, vous allez avoir des gens qui vous expliquent cliquez là, cliquez là, cliquez là, confirmez, faites 3 tours sur vous-même, retapez votre mot de passe, attendez une semaine et ce sera fait. C'est pas ça qui fait que Facebook va arrêter de vous traquer. Et typiquement, si vous avez des amis, si vous avez WhatsApp, Facebook va continuer à avoir l'intégralité de votre carnet d'adresse. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une nébuleuse de société. C'est compliqué de s'enlever partout de Facebook. Après, pour rester sur le côté pratique, il y a quelques astuces à connaître déjà pour limiter au moins, alors limiter, on n'a pas dit arrêter, mais quand même limiter la surveillance. Facebook, maintenant, sous pression d'associations, de politiques, etc., a mis en place des paramètres de confidentialité dans lesquels on peut déjà constater les catégories publicitaires à laquelle on appartient. Et ça, c'est super intéressant de voir, typiquement, Facebook estimait que j'étais une jeune femme de 27 ans qui aimait le maquillage, ce qui n'est pas forcément vrai par ailleurs. Enfin, en fait, Facebook nous classe selon des profils, c'est extrêmement fin, selon nos likes, selon ce qu'ils vont prendre nous, selon les sites sur lesquels on va en dehors de Facebook. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels on peut agir. Donc on peut se désinscrire de ces catégories. Bon, maintenant, sur Facebook, on propose des voitures et des maisons, ce qui n'a plus rien à voir avec mes intérêts. À la rigueur, si vous vous en fichez, tant mieux. On peut aussi, et ça, faut le dire, on peut utiliser des pseudonymes sur Facebook. Alors, c'est pas officiellement autorisé, mais c'est tout à fait possible. Il y a quelques petites astuces comme ça qui peut déjà limiter un peu. Puis après, assez bêtement, comme vous l'avez dit tous les deux, on peut aller moins sur Facebook. Alors, ça ne palliera pas le problème de surveillance parce qu'il est là quoi qu'il arrive, mais en tout cas, ça peut au moins limiter notre dépendance perso. Quoi qu'il en soit, si on réfléchit sur le fond à nouveau, Facebook a répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas être un arbitre de la vérité. Il y a souvent cette formule qui revient, arbitre de la vérité, donc ça veut dire responsable encore une fois, mais pas coupable, en tout cas coupable de rien. C'est un subtil équilibre en fait, qui pourrait peut-être être le secret et expliquer le succès de cette entreprise, c'est ça? C'est de jouer un peu sur les mots? C'est facile de dire ça, parce qu'en fait, ils le sont déjà dans leur façon d'organiser les échanges entre les gens, ils favorisent le positif et pas le négatif. Il y a un bouton j'aime, il n'y a pas de bouton j'aime pas. Quand on supprime un ami, personne n'est averti. Mais quand il n'y a pas de bouton j'aime pas, mais il y a quand même un bouton je suis mécontent et ça ne me plaît pas. Oui, je suis très en colère. Oui, c'est un bouton creux, mais c'est pour s'indigner sur une belle cause. C'est pas vraiment pour qualifier par exemple la nouvelle photo de profil d'un ami. Donc il y a une espèce d'ambiance qui est un peu bisounours sur Facebook. On va se liker les uns les autres dans l'espérance du même traitement. Et puis donc il y a une architecture participative sur Facebook qui est orientée vers le positif. Et après, il y a aussi ce phénomène sur Facebook qui n'est pas neutre, c'est que c'est aussi pour pouvoir aussi prospecter d'autres marchés. Parce que comme vous disiez, ça peut être aussi un outil de surveillance Facebook des uns des autres. Donc on ne se prononce pas géopolitiquement pour pouvoir aller prospecter en Chine, au Soudan. Ça peut être à la fois un outil de révolte, mais aussi un outil d'oppression. Sur le côté arbitre de la vérité, Facebook est clairement dans une situation un peu compliquée. Et là, je vais plus... et à raison. Il y a deux sujets. C'est pas une force pour lui? Il y a deux sujets en fait. Il y a le sujet de la modération et il y a le sujet de la désinformation qui ont beaucoup fait parler. Du côté de la modération, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'utilisation du mot censure. Facebook modère des contenus. Facebook est une entreprise américaine. La sémantique devient très compliquée. Facebook est une entreprise américaine. Donc aux États-Unis, il y a une liberté d'expression qui est extrêmement large. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut déjà tenir des propos pro-nazis, par exemple, c'est légal. On a le droit de le faire. Facebook a mis quelques limites à ça. Facebook est aussi obligé de respecter les lois dans chaque pays dans lequel il est. Donc typiquement en France, on n'a pas le droit de tenir des propos nazis, c'est illégal. Donc Facebook est obligé, et le fait plus ou moins bien, alors il s'est amélioré, mais bon, de modérer les propos. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui demandent de modérer. Il y a des pays dans lesquels l'illégalité c'est plus problématique. Typiquement, dans des pays musulmans, parfois il est illégal de critiquer Mahomet. Donc, ça existe justement Facebook dans ce genre de pays?
Alors, ça dépend des cas. Dans tous les pays, c'est traduit dans une centaine de langues. Dans certains pays, quand même. En Chine, typiquement, on ne peut pas aller sur Facebook, c'est la grosse exception. Après, dans le plupart des pays, Facebook existe, mais du coup, en version édulcorée, en version adaptée, encore une fois, à la légalité de chacun. Pour le coup. Je vous propose de lire ces propos que tenait hier dans le Figaro Philippe Val. Philippe Val, c'est journaliste, écrivain, ancien directeur de Charlie Hebdo. Pour lui, il exprime que les patrons de Facebook, Twitter et Instagram doivent être éditorialement responsables, être comme les directeurs de journaux, c'est-à-dire pénalement responsables. Ils ont créé un monstre hors sol, ils se comportent comme des patrons de sectes, des gourous qui sont en train de verrouiller l'État de droit, particulièrement, de ronger comme des termites toute la charpente des États de droit. Il faut changer de là. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu extrême ou est-ce que c'est vrai? Je trouve ça assez intéressant parce que déjà c'est un patron étonnant, de presse. c'est un patron de presse qui nous dit ça, oui. Mais c'est légitime. C'est-à-dire que la presse a cette responsabilité éditoriale. Il faut savoir que sur l'internet, en gros, on a deux statuts. On rentre un peu dans le droit, mais je vais y aller simplement. Il y a le statut des tuyaux et il y a le statut des éditeurs. Le tuyau, c'est votre fournisseur d'accès, Orange, Free, tout ça. Il est censé faire passer les informations telles quelles. Et l'éditeur, c'est Le Figaro, c'est Le Monde, c'est Libé. Ils ont une responsabilité sur ce que postent leurs journalistes. Facebook, Twitter, ces plateformes-là, elles se placent entre deux. Ouais. Elles prétendent être un tuyau en disant nous, on fait que poster telles quelles les infos que postent les internautes. Mais à la fois, elles modèrent, elles censurent. Elles ne fabriquent aucun contenu, en effet. Elles mettent des contenus parfois devant et puis d'autres derrière. Donc, elles ne fabriquent pas, mais elles ont un rôle éditorial, justement, qui est de mettre en page, de mettre en forme et de mettre devant et de mettre derrière. Et YouTube participe énormément à ça, par exemple, aujourd'hui. C'est un de nos gros problèmes actuels. Et donc, elles se réfugient derrière un statut de non, nous, on n'est qu'un tuyau, alors qu'elles ont des robinets partout. Des robinets partout. Et donc, c'est compliqué juridiquement à défendre. Et ça devient de plus en plus compliqué pour eux de le défendre juridiquement, de dire on est neutre. Et notamment parce que elles vendent aussi de la publicité, donc elles ont intérêt à mettre des contenus c'est là où devant. La presse est fortement mécontente, c'est qu'en même temps c'est le même modèle économique, c'est-à-dire la publicité pour vivre. Enfin, le modèle économique de la presse n'est pas la publicité, c'est avant tout les abonnements. Oui, mais il crée pas, en tout cas il crée un contenu pour ça. Et c'est fondamental de se rappeler que le modèle publicitaire de Facebook, c'est la publicité qui est ciblée, c'est pour ça qu'ils collectent des données, c'est pas juste pour nous... Je ne crois pas Facebook ou Google ou Twitter comme étant des entreprises fondamentalement mal intentionnées. Je ne pense pas que Zuckerberg, il y a 15 ans, s'est dit je vais aller déstabiliser dans 15 ans les démocraties du monde. Je ne pense pas que c'était ça l'idée. Mais je pense que Mark Zuckerberg, de fait, a construit un outil qui nous connaît de manière très fine et dont le but est de nous afficher des publicités qui correspondent à nos intérêts. Et ça a des ramifications, des conséquences qu'il n'avait pas prévues et qui sont maintenant effectivement compliquées à gérer. Je voudrais juste une dernière chose sur ce sujet, c'est que en fait, la différence avec un patron de presse et puis Facebook, c'est que Facebook, c'est 2,7 milliards de médias, en fait. Chacun est son propre émetteur. Et donc, on peut choisir ses sources, mais chacun devient en fait son propre média. Il raconte son propre photoreporter, son propre agent de relations presse de soi-même. Mais voilà, c'est ce sentiment que chacun a le droit à son audience. C'est ça, cette révolution aussi de Facebook. Jérémy, peut-être une autre réflexion. Oui, alors j'ai pas mal de commentaires effectivement sur l'ampleur de Facebook, sa puissance, et je salue au passage Bobby GHR qui nous ont rejoints. Mais il y avait sur la question de la censure un internaute qui s'appelle Trollébus qui nous disait Facebook n'est pas un censeur, mais alors pourquoi avoir interdit le tableau de la naissance du monde, cette fameuse affaire, et pourquoi ne pas avoir, nous dit-il, changer la politique de Facebook suite à cette affaire? Alors, elle a été changée. Elle a été changée officiellement et c'est vraiment écrit dans les règles de Facebook. On peut poster l'origine du monde sur Facebook. Après, de fait, il s'avère que de nombreuses fois, quand on le poste, ce tableau est effacé. Pourquoi? Alors déjà, parce que la pornographie est interdite sur Facebook. Et pour détecter la pornographie, Facebook utilise des algorithmes de reconnaissance qui parfois en fait, se trompent. Et, parce que vu que c'est un tableau qui est très beau, qui est très réaliste, souvent les algorithmes de Facebook prennent ce tableau et se disent c'est une femme nue, donc c'est interdit. Après, il y a aussi la question de la modération. Facebook actuellement, c'est 30 000 modérateurs humains à peu près. Et encore 30 000, c'est le chiffre qu'on a depuis récemment. Donc avant, c'était quand même beaucoup moins de personnes. Pour le monde entier, 30 000 personnes. Alors, il y a quelques-uns des centres de modération de Facebook qui sont en Europe, mais la majorité sont dans d'autres pays, en fait. Il y en a beaucoup aux Philippines, il y en a en Inde, etc. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités culturelles que nous. C'est aussi des gens qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Et donc, il n'est pas complètement impossible que parfois des modérateurs voient ce tableau, ne le connaissent pas forcément, ou alors doivent faire une action rapide et se disent c'est un sexe de femme, donc je le modère. Donc c'est un peu le problème. Après, officiellement, la nudité artistique, alors qui n'est pas photographique, tous les tableaux, etc., est autorisée. Après, c'est vrai que régulièrement, il y a des cas. Moi, ce que je ne comprends pas, depuis le début de Facebook, c'est que tous les messages qu'on s'échange entre amis,
Pas avec le petit globe où on dit tout le monde peut le voir. Hein. Je parle juste des messages entre amis. De quel droit Facebook modère ça? Genre, on parle de communication privée en fait. Même si on a 250 amis, même si on a 1500 amis, ça reste de la communication privée. En droit français, porter atteinte à la communication privée, c'est un délit pénal. Par miracle, le législateur a fait des bêtises à l'époque, il a oublié de mettre une peine en face pour dire vous devez tant, vous faites de la prison. Ça lui a échappé, ce qui est très très grave aujourd'hui, les conséquences on en paye encore le prix. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de quel droit Facebook vient modérer et censurer. Ça pourrait changer éventuellement à l'avenir. Ça n'a pas l'air d'être parti pour. Alors, sur la mode... pardon, allez-y. Non, mais c'est ce qui est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment le ton de Facebook. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est entre soi, mais on s'exprime comme si on était face à une audience. C'est ce que Serge Tisseron appelle l'extimité. C'est-à-dire qu'on se dit des choses intimes, sur le ton de la confidence, mais au vu et aux yeux de tous sur Facebook. Ça, c'est une des particularités de Facebook que je trouve intéressante. Mais après, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de polémique autour de ce sujet. Moi, je suis plutôt d'accord avec l'internaute. Il y a une sorte de censure et de sujets où on peut qu'il y a une sorte de modération. Il y a tout un mouvement sur Instagram, on sait aussi sur Facebook, qui s'appelle Free the Nipple, qui considère qu'en fait, on voit pas. C'est une femme qui a décidé je ne sais plus de qui il s'agit, mais qui a décidé qu'elle ne voit pas pourquoi les hommes auraient le droit de montrer leurs tétons et les femmes n'auraient pas le droit. Et donc, du coup, injustice. Et donc, c'est un débat social. Facebook a tranché. Il faut bien qu'il tranche, mais il a tranché contre les tétons féminins. Très rapidement. Oui, sur la modération, extrêmement rapidement. Alors, il y a l'affaire des communications privées. Il y a aussi, et il faut le dire, des problèmes de cyberharcèlement. Il y a aussi des problèmes de propos haineux sur Facebook qui sont assez graves. C'est aussi pour ça que Facebook est beaucoup sous pression de la part des gouvernements en Europe et aux États-Unis, moins aux États-Unis, en Europe, sur le sujet. Et je pense que Facebook, pour le coup, sur ce sujet, c'est pas trop où se mettre, parce qu'il a des pressions dans tous les sens. Ah bah, dans un sens, voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Le débat n'est pas terminé 15 ans après la création de Facebook. Je crois que les réflexions continuent à être menées et c'est loin d'être terminé. Lucie Ronfaux, merci beaucoup. Alexandre Désinard, merci beaucoup. Et Benjamin Sontag, évidemment. Les internautes et Jérémy. Merci à toute l'équipe de préparation, malgré les effectifs réduits aujourd'hui. Merci à la réalisation autour de Jean-Charles Cousin. Dans quelques minutes, vous retrouvez Yves Tréhard pour le Talk. Il reçoit aujourd'hui Manuel Bompard, le directeur national des campagnes de la France Insoumise, co-tête de liste pour les élections européennes. À très vite sur Figaro Live.